Avant, j'étais perdue dans mon féminisme. En 2017, pour y voir plus clair, j'ai décidé de m'entretenir avec des militantes, des figures de proue, des féministes, celles dont on écoute la voix et l'opinion. Ces interviews n'ont jamais été diffusées. Depuis, MeToo a tout chamboulé. Et 1 an et demi plus tard, je les ai recontactées pour savoir comment le combat féministe avait avancé. Je suis Sarah Koskiewicz et ensemble, nous allons revenir sur les 18 derniers mois avec Pénélope Bagieux, Ovidie, Elie Erlich, Noa Jansma, Madame Gandhi et Erika Lust. Vous écoutez 18 mois, MeToo, le féminisme et nous. Il faut s'inquiéter de l'abrogation de nos droits inaliénables. Nous sommes en mars 2017 et François Fillon, alors en pleine campagne présidentielle, s'exprime sur l'interruption volontaire de grossesse. Dans un entretien accordé à Famille Chrétienne, le candidat de la droite annonce son intention d'abroger le délit d'entrave numérique à l'IVG s'il était élu président. Cette loi portée par Laurence Rossignol et Catherine Coutel vise à punir les sites coupables de colporter de fausses informations cherchant à décourager les femmes qui souhaitent avorter. Au sujet de l'avortement, François Fillon avait déjà fait connaître ses positions pendant la campagne des primaires de la droite. Il se disait alors personnellement opposé à l'IVG, tout en assurant qu'il ne reviendrait pas sur la loi Veil. 2017, les militantes prennent de la voix, et en bien des points, le féminisme connaît déjà des avancées spectaculaires. Pourtant, l'avortement chiffonne toujours. Ovidie, réalisatrice et documentariste dont le dernier film Là où les putains n'existent pas a reçu de nombreux prix, s'en inquiétait déjà à l'époque. C'est-à-dire on a l'impression d'avoir vachement progressé, on parle de cul partout, on parle de féminisme partout. Effectivement, comme tu le faisais remarquer, à côté de ça, on voit qu'on remet en question des trucs en France comme l'avortement, alors qu'on n'aurait jamais pensé, même il y a 10 ans, remettre en question l'avortement. C'était vraiment que des cinglés de chez Civitas qui auraient pu faire un truc pareil, quoi. Et là, soudainement, tout est remis en question, et là, je me dis merde. Et mine de rien, ça relance le débat sur les droits des femmes à disposer de leur corps. Pénélope Bagieux est dessinatrice de bande dessinée. Elle s'est illustrée notamment avec la série Culottée. En 2017, je lui ai demandé ce qu'elle pensait de cette déclaration de François Fillon. Il y a quand même beaucoup de gens qui analysent ça en disant « Ouais, mais moi, je trouve que l'avortement, pour moi, c'est comme tuer quelqu'un. » Je fais « Non, mais c'est pas la question. Je te demande pas ce que toi, tu penses personnellement pour ta vie à toi, avec ton utérus. Je m'en fous, en fait. C'est est-ce que tu veux vraiment interdire à des gens adultes de décider ce qu'ils font avec leur corps. Il faudrait presque réussir à dépassionner le débat. C'est pas une question de toi-même, ton corps, ton truc. C'est te dire, est-ce que dans l'absolu, tu es pour que des gens puissent décider ce que les femmes ont le droit de faire ou pas? On aurait pu croire qu'après MeToo, on n'aurait pas à revenir sur cette question. Pourtant, c'est le cœur du débat. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la série américaine La Servante écarlate, où les femmes sont représentées comme des poules pondeuses et leur valeur est proportionnelle à leur capacité à enfanter. 1 an et demi après les déclarations de François Fillon, en septembre 2018, le docteur Bertrand de Rochambeau, président du syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, avait expliqué à une journaliste, dans le cadre d'une interview sur la clause de conscience, son refus de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse comme la loi le lui permet. « Nous ne sommes pas là pour retirer des vies », avait-il alors dit. Cette déclaration provoque un soulèvement et de nombreuses femmes se demandent alors si elles pourront encore avorter en toute tranquillité. J'en ai reparlé à Pénélope Bagieux. Elle s'inquiète du silence qui pèse sur la France. Il y a toujours une inégalité d'accès à l'avortement. Il y a, tu sais, il y a pas très longtemps, il y a eu je sais plus si c'est un département ou carrément une région entière, la Sarthe, je crois, qui a été épinglée parce que on s'est rendu compte que c'était plus possible d'avorter publiquement, enfin gratuitement, dans ce département-là. Parce qu'avec le droit de conscience, de ceci, de cela, etc., de se renvoyer le bébé, c'est-à-dire entre médecins qui n'ont pas envie de le faire, en fait, il y a une zone morte entière en France où tu peux pas. Donc, qui va être pénalisé par des choses comme ça? C'est des femmes qui ont peu de revenus, qui ont peu accès aux soins. Donc, en fait, on crée encore de l'inégalité. Et c'est dans le silence, ça, tu vois. Le fait que ce soit compliqué d'avorter en France, comme si on était dans l'Alabama, c'est pas quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Ça devrait être une priorité de politique publique, de faire que même une gamine de 17 ans, si elle a envie et qu'elle a pas une thune et qu'elle a envie de le dire à personne, elle soit prise en charge, encadrée, épaulée et qu'on l'aide à avorter, parce que putain, c'est, en fait, le fait qu'on en fasse encore plus un parcours du combattant, du genre un avortement ça se mérite, c'est très très grave en fait. Ovidie vient d'achever un nouveau documentaire consacré aux violences gynécologiques qui s'appelle « Tu enfanteras dans la douleur ». Je lui ai demandé pourquoi et comment, en 2019, nous réouvrions le débat sur l'IVG. Les forces conservatrices, elles disparaissent jamais en fait. Elles sont toujours là. Tu vois, il y a des moments où on les entend plus ou moins. Il y a des moments où on a l'impression qu'elles ont complètement disparu.
parce que justement, elles sont pas spécialement représentées dans les médias. Et puis tout à coup, quand elles refont surface, on se prend 3 gifles en se disant « Putain, ils étaient encore là, eux !» Et c'est ce qui s'est passé un peu avec l'histoire du mariage pour tous, où tout à coup, on a vu 800 000 pimpins dans la rue. On se dit « Putain, mais ils sortent d'où, en fait, tous ces gens ?» Et c'est juste qu'ils n'étaient pas spécialement représentés dans les médias et qu'on avait oublié que toutes ces forces conservatrices, elles existaient. Sur l'histoire de l'IVG, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, ils sont toujours là, ils ne bougent pas. Et là, je ne parle pas de groupuscules catholiques, je te parle de plein de gens qui, d'habitude, l'ouvrent pas trop sur ces questions-là, mais qui sont bel et bien là, et qui sont a fortiori là dans le milieu de la gynécologie et de l'obstétrique. Si tu veux, quand tu regardes il y a un truc qu'on oublie assez souvent, c'est que l'ordre des médecins, par exemple, historiquement, était contre la contraception. Ils se sont opposés à la contraception, ils se sont opposés à la loi Neuwirth, à la loi Veil, parce que l'ordre des médecins, traditionnellement, est conservateur, catholique, etc. Moi, quand il y a eu la déclaration du mec du Saint-Goff, là, de Rochambeau, personnellement, tout le monde était en panique en disant « Mais comment ça se fait qu'un gynéco tienne ce discours-là ?» Moi, j'étais même pas étonnée. J'ai même pas levé un sourcil, quoi. Je me suis dit « Bah oui, bien sûr, ils sont là. » Ils n'ont pas bougé de position. Dans le milieu de la gynécologie et de l'obstétrique, on a toujours ces médecins ultra conservateurs. C'est pas parce qu'ils sont gynécos qu'ils sont open sur les questions de sexualité. On l'a bien vu avec tous les hashtags. C'est marrant d'ailleurs, c'était avant MeToo d'ailleurs. Les paye ton utérus, etc. Tout ce qui concernait les violences gynécologiques et tout ça. On voyait bien déjà qu'il y avait toute une flopée de conservateurs limite dangereux dans le milieu de la gynécologie et de l'obstétrique. Donc moi, ça m'a même pas étonnée. Et ces gens-là, ils sont là, quand on leur donne pas la parole, ils s'expriment pas trop parce qu'ils savent que c'est pas trop consensuel comme pensée et tout. Mais dès qu'on commence à leur offrir une tribune, comme ça s'est passé sur le mariage pour tous, où tout à coup on a commencé à leur demander leur avis, là, ils se lâchent total. Et ils se lâchent et là, ils interviennent en force. Et c'est ça que je trouve dangereux dans le fait de débattre avec eux, c'est que tout à coup, on leur file une tribune et on se rend compte qu'ils existent et ils arrivent à emporter des gens avec eux. On en est encore à débattre en 2019, à se poser des questions, mon corps est-il à moi? L'IVG. Mon corps est-il à moi? La PMA. Et à discuter avec des gens qui sont représentants d'associations catholiques, etc., et qui vont se poser des questions éthiques, morales, religieuses autour de ces questions-là. En octobre 2018, Cyril Hanouna enfonce encore un peu plus le clou en publiant un sondage sur Twitter. Il est 0h58, s'il vous plaît. Merci d'être là. On est en direct. On parle de l'IVG, bien sûr, l'interruption volontaire de grossesse après cette intervention du pape cette semaine. Alors, vous allez tous réagir dessus. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Sa question provoque un tollé sur les réseaux sociaux et il se fait recadrer par Laurence Rossignol. Ovidie en garde un souvenir amer. Moi, vraiment, je pense que le danger, c'est leur donner des tribunes. Quand tu vois, on débat chez Hanouna de l'IVG pour ou contre, quoi, si tu veux. On dit, ah oui, il faut créer le débat. Oui, mais non, en fait. Je pense que sur ces questions-là, tu vois, c'est comme sur la peine de mort, tu vois, non, on débat plus. On n'est plus dans les années 70, tu vois, on débat plus sur ces questions-là, c'est fini. Même son de cloche pour Pénélope Bagieux. On s'en fout que tu sois pour ou contre. L'avortement, c'est un droit inaliénable, c'est tout. Et donc, nous, la question, c'est comment on fait pour rendre ça concrètement accessible et facile pour celles qui en ont besoin. On n'est pas là pour demander aux gens si l'avortement, on est pour ou contre. Alors, comment expliquer que l'IVG soit sans cesse remise en question? 1 an et demi après MeToo, Ovidie a observé une certaine routine dans le patriarcat. Au début, je me suis dit, quand j'ai vu que la question de l'IVG refaisait surface, je me suis dit, tu sais, c'est le phénomène de balancier, là, c'est le backlash, quoi, tu vois, en disant, on n'a jamais autant parlé de féminisme qu'aujourd'hui, donc de fait, de l'autre côté, ça coince encore plus, tu vois. Nous, on se radicalise de notre côté, donc forcément, de l'autre, ça se radicalise aussi, quoi. Et en fait, je suis même plus vraiment convaincue de ça. Je crois juste qu'ils sont là, ils étaient là depuis le début, qu'ils bougent pas, qui sont plus ou moins discrets, mais que t'as pas besoin de grand-chose pour les redémarrer, quoi. Pour Pénélope Bagieux, le problème vient de l'infantilisation féminine. Infantiliser les femmes et dire
La pauvre, elle est dans une situation de vulnérabilité, elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Le rôle de la société, c'est de la protéger contre elle-même. C'est de lui dire, est-ce que t'es sûr? Écoute, on va quand même te donner un délai de réflexion parce que t'es quand même un peu con, donc tu sais pas ce que tu fais. Tu penses pas que quand tu prends ce genre de décision, c'est que tu sais ce que tu fais? C'est incroyable, hein. Et c'est en ça qu'on en revient à ce truc du patriarcat, c'est partir du principe que il y a que le père de famille qui sait, tu vois. Et les filles, les pauvres, elles sont toutes perdues, elles savent pas ce qu'elles font, elles sont enceintes, elles comprennent pas. Ça va, quoi. Tu vois, en fait, on n'est pas des enfants. Et finalement, il y a beaucoup de choses comme ça dans les décisions que peuvent prendre les femmes où on se dit, le rôle de la société, c'est de les protéger contre elles-mêmes. Mais non, j'ai pas 8 ans. On peut alors se poser la question suivante. Les femmes devront-elles se battre constamment pour le droit à l'avortement ? Alors que nos mères ont pris part à la révolution féministe, nous pensions être à l'abri. Nous croyions que nous allions profiter des fruits de leur combat à elles. Après MeToo, Pénélope Bagieux s'est interrogée sur ce point précis. À un moment, je parlais du féminisme de nos mères. Et en fait, entre-temps, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des conversations avec la mienne de mère. Et ma mère me disait, mais en fait, ça, c'est l'erreur de ma génération, des féministes de ma génération. C'est d'avoir eu l'impression qu'on s'était tellement battu pour obtenir des choses que ça servait à rien d'inculquer à la génération d'après la vigilance et l'envie de se battre à nouveau. Parce que je lui disais, comment ça se fait que moi, j'ai passé 20 ans à me dire que j'avais tous les droits et que c'était super la vie, pour découvrir un jour qu'en fait, non. Pourquoi ça fait pas partie de mon éducation de me dire, il faudra toujours te battre pour tes droits, tu vois? Je veux dire, Simone de Beauvoir, elle l'a dit il y a tellement longtemps. Pourquoi moi, je l'ai découvert si tard? Elle m'a dit, mais parce que nous, on s'est dit, c'est bon, c'est réglé, on n'a pas besoin de faire grandir nos filles et nos fils en leur disant, attention, les gens viendront toujours pour essayer de retirer les droits aux femmes et aux gens qui vivent des oppressions de manière générale. Rien n'est acquis. Ma mère m'a dit, mais tu penses qu'à ma génération, on s'est dit une seule seconde que nos filles auraient besoin de faire des manifs pour le droit à l'avortement? Mais c'est impensable. Pour nous, c'était gravé dans le marbre pour toujours. Et du coup, c'est peut-être notre erreur, c'est qu'on n'a pas allumé le petit feu de la vigilance et de l'insurrection chez ta génération à toi. Aux États-Unis, nous le savons, l'IVG n'est pas aussi simple qu'en France. L'avortement est autorisé dans tous les États, sujet à l'arrêt de la Cour suprême Roe vs Wade depuis 1973. Pour autant, chaque État dispose d'une marge d'autonomie sur le sujet. L'Alabama, par exemple, impose à toute femme enceinte voulant se faire avorter une période d'attente de 48 heures, un examen du fœtus par ultrason et le consentement d'au moins un des parents si elle est mineure, alors que la Californie n'impose aucune restriction de ce type. Dans des États comme le Mississippi, le Nebraska ou le Missouri, plus de 95% des comtés ne compteraient plus aucune clinique pratiquant l'IVG. Depuis 2017, au Texas, les avortements sont exclus des assurances maladie. Si l'arrêt de la Cour suprême devait être déjugé et les États libres d'autoriser ou non l'avortement, 21 pourraient de nouveau le bannir. Les Américaines ont raison de s'inquiéter. Depuis le 6 octobre 2018, un an pile après MeToo, Brett Kavanaugh, un juge réputé très conservateur et connu pour son opposition à l'IVG, siège à la Cour suprême. Pénélope Bagieux vit depuis quelques années aux États-Unis et a une extrême clairvoyance sur ce qu'il se passe outre-Atlantique pour les femmes. Ça, c'est une vraie victoire du mal. Quand tu te dis c'est trop compliqué, laisse tomber. Et surtout qu'il y a tellement de femmes pour qui c'est une question de vie ou de mort, en fait. Tu vois? Donc te dire c'est trop compliqué, laisse tomber, c'est des criminels en face qui ont fait cette situation-là. De faire que tu te retrouves dans une situation où c'est trop compliqué, c'est fou. En 2019, un an et demi après MeToo, l'IVG fait encore polémique. C'est un sujet toujours brûlant dont les hommes s'emparent volontiers. Et puis c'est pas un sujet pour les mecs, quoi. C'est quand même toujours un peu le même problème. Est-ce qu'on pose autant de questions à un homme qui dit ah ouais moi je veux pas d'enfant? On dit ah ouais mais tu sais il a sa carrière et puis les hommes voilà. On s'en fout en fait. C'est pas un sujet un homme qui veut pas d'enfant. On s'en fout. Le problème vient bel et bien de là pour Ovidie. Dans le fait de dire que le père c'était aussi important que la mère, quoi, tu vois, en gros, dans l'éducation. Et tu as eu un certain nombre de féministes, ça on l'a un petit peu oublié, mais tu as eu une période de revendication de certaines féministes, aujourd'hui très médiatiques, on va dire, qui à un moment ont revendiqué la garde alternée pour tout le monde, quoi, en gros. Partant du principe que c'était une grande avancée du féminisme, finalement, la garde alternée, bah oui, c'est très bien, répartition des tâches et machin et tout. Tout en sachant que à ce moment-là, tu avais, t'as toutes les associations, genre dans les situations de divorce, tu as plein d'associations qui luttent contre les masculinistes, en gros, tu vois, qui prennent les enfants en otage pendant les séparations alors qu'ils en ont rien à foutre. Voilà. C'était le moment où tu avais les connards domaines, là, tu sais, qui étaient en haut des grues, là, et tout ça, tu vois.
on était en plein dans cette période-là, et à côté de ça, tu avais certaines féministes qui disaient oui, non, la parentalité partagée, c'est très bien, c'est égalitaire et machin et tout. Là, tu te dis, attends mon cul. Et je pense que dans un but de répartition des tâches et de pas laisser justement la parentalité revenir uniquement aux femmes pour qu'elles se coltinent toutes les tâches, etc., on a ouvert une porte vers ça concerne aussi les hommes. Et à partir du moment où on a ouvert cette porte-là, ça a été la boîte de Pandore, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment où on a dit, ah bah oui, ça concerne aussi les hommes, si tu veux, les hommes sont partis du principe, progressivement, on a fait passer cette idée progressive que les hommes avaient aussi leur mot à dire sur toutes ces questions-là, alors que, moins, non, tu vois, la garde alternée pour tout le monde, non, juste non, tu vois, si ça convient à certains couples, c'est très bien, mais juste non, ça va pas être le modèle dominant. Non, la question des hommes, je veux dire, oui, tu as quelques pères qui s'impliquent dans la grossesse, mais globalement, la grossesse, tu la vis seule. L'écrasante majorité des IVG, tu les vis seule. Je veux dire, c'est extrêmement rare. On peut demander à n'importe qui pratique des IVG ou qui bosse en planning ou quoi que ce soit. Les mecs, ils viennent quasi jamais lors des réunions préalables, et encore moins le jour de l'intervention, si tu veux. Ils sont pas là pour tenir la main quand tu te prends une RU, tu vois, et que tu es en train d'expulser le truc chez toi. Ils sont pas là pour te tenir la main, quoi. La RU 486 dont parle Ovidie est le nom commercial de la mifepristone, l'hormone contenue dans la pilule abortive prescrite pour les interruptions volontaires de grossesse. Non, ils sont pas là. Pendant les fausses couches, ils sont pas là non plus majoritairement. Donc oui, ça reste une histoire, ça reste une affaire de femmes. Et le fait d'avoir ouvert la porte à ah oui, mais les hommes aussi, ils ont leur mot à dire, c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, tu as plein de mecs qui disent oh bah oui, bah non, mais quand même, l'enfant, la parentalité, c'est une histoire à deux, donc c'est à nous deux de décider si on garde l'enfant ou pas. Et ça, je pense que c'est une connerie qu'on a fait, de vouloir les impliquer à tout prix dans cette histoire de parentalité. Le débat sur l'IVG met aussi en contraste celui sur les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Elles sont montrées du doigt, ostracisées, moquées. Elles dérangent. Comme si elles avaient échoué en tant que femmes, parce qu'elles n'ont pas procréé. Aux États-Unis, on les appelle les child free. Ce qui est amusant, c'est que c'est un chiffre qui est immuable. C'est pas du tout un truc de en ce moment, la société et tout, non, c'est de tout temps, on dit. Il y a toujours eu à peu près la même part de femmes qui s'intéressent pas à avoir des enfants. Donc ça prouve que c'est vraiment un truc une envie qui n'existe pas, et c'est pas un truc de construction sociale, quoi. Et pourtant, de manière assez égale, on continue à tout le temps les faire autant chier. En transparence, c'est bien de cela dont il s'agit. Pour l'avortement, comme pour le non-désir d'enfant, une femme doit malheureusement se soumettre à la vie populaire. C'est beaucoup plus rassurant, une femme qui est mère, au moins on sait dans quelle case la mettre, tu vois, sinon c'est un petit peu terrifiant quand même. C'était 18 mois, MeToo, le féminisme et nous. Une série documentaire proposée par Sarah Kuskiewicz et produite par Slate.fr. Merci à Ovidie, Pénélope Bagieux d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec une pluie d'étoiles, 5 de préférence, et en parlant le plus possible autour de vous. Retrouvez-nous sur Slate.fr, iTunes, Spotify, Google Podcast ou sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez me contacter sur Twitter ou sur Instagram, je lis tout, je vois tout. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.